Bonjour à toutes et à tous. Rebonjour. Nous allons poursuivre la session entamée hier. Et je souhaiterais qu'à 11h30, on ait pu terminer, comme ça que vous puissiez avoir le temps de retourner à vos occupations cet après-midi. On va suivre les commissions d'hier. Et je vais tout de suite demander à Véronique Baud, concernant la commission des collèges, de venir me rejoindre pour qu'elle présente le rapport 15 qui concerne les propositions de dotation complémentaire de fonctionnement au titre de la viabilisation pour l'exercice 2023. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour d'abord. Donc, tout comme en 2022, les collèges ont dû faire face en 2023 à des augmentations très importantes des coûts de l'énergie, tels que l'électricité et le gaz. Donc, malgré des comportements toujours plus vertueux des élèves, mais aussi de la direction et bien entendu des professeurs et des efforts incontestables donc, de tous les usagers des collèges, la baisse des consommations, qui est d'environ 15%, n'absorbe pas l'augmentation des factures et impacte donc fortement l'équilibre budgétaire des collèges. Une enquête auprès des établissements a été engagée au printemps dernier auprès de nos 49 collèges publics, les 2 cités mixtes donc de Val-sur-Rhône et de Ferney-Voltaire n'étant pas concernés. 39 collèges ont sollicité une dotation complémentaire de viabilisation. Après examen par les services, eu égard notamment à leur fonds de roulement, il est donc proposé d'accorder une subvention complémentaire, une dotation complémentaire donc pour 27 collèges pour un montant de 797 000 €. Je vous rappelle qu'en 2022, les frais de viabilisation et les dotations étaient de 6,8 millions. Donc, si cette enveloppe complémentaire est votée, donc, cela fera une enveloppe autour de la viabilisation de 8,19 millions d'euros, donc soit une augmentation de 17% par rapport à l'année 2022. Voilà, Monsieur le Président. Parfait, merci Madame la Vice-présidente. Est-ce qu'il y a des observations sur ces dotations? Non, elles sont utiles et nécessaires, bien évidemment, comme vous l'avez compris, pour aider nos collèges à résister face aux augmentations des tarifs. Eh bien, s'il n'y a pas d'observation, j'ouvre le vote. Travailler le mardi. Il n'est pas là, il n'est pas là. Bien. Rapport adopté, oui. Ah ben il est là. Il est là. Mais c'est vrai qu'il est tellement petit que je ne le voyais pas. Ne lui répétez pas. Bien. Merci. Merci Véronique. Et en l'absence de Philippe Hémin, je vais demander à Marie-Christine Chapelle de venir nous présenter le rapport suivant, qui concerne la création d'un domaine de VTT unique à l'échelle de la montagne de l'Ain, à propos du tourisme. Monsieur le Président, mes chers collègues, donc ce rapport concerne la création d'un domaine de VTT unique à l'échelle de la montagne de l'Ain. Donc, le département de l'Ain a fait la diversification des stations de montagne une de ses priorités de mandat, comme vous le savez. À ce titre, et avec un tourisme, la création d'un domaine de VTT unique en phase avec les attentes des clientèles va être créée. Ce projet d'envergure réunira donc les 5 EPCI de la stratégie montagne de l'Ain sous un seul et même nom pour 1000 km de pistes.
La présente délibération donc, doit permettre d'une part d'approuver ce projet de domaine VTT unique et son appellation espace VTT Montagne de l'Ain, la Forestière, validé lors du dernier copie le montagne du 12 juin. Et d'autre part, la signature de la convention de partenariat avec la Fédération française de cyclisme, Un Tourisme, l'association La Forestière, les 2 syndicats mixtes, SMPR et SMJ, et les 5 EPCI pour labellisation, l'animation et l'entretien de ce site. Donc on va vous présenter un PowerPoint. Donc le nouveau nom, donc Espace VTT Montagne de l'Ain, la Forestière. Donc le marché, donc VTT et tourisme, donc comprend une deuxième activité de pleine nature après la randonnée. 34% des voyageurs se disent intéressés par l'offre VTT. 70% sont des urbains, dont 72% d'hommes et jeunes, donc inférieurs à 35 ans. Dépenses moyennes 80 € par jour et 54% louent le matériel sur place. Donc ça, ce sont des données d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme 2022. Ensuite, donc la stratégie Montagne de l'Ain 2022-2026, donc c'est créer un domaine VTT unique, aménager les sites phares, développer une offre d'itinérance sur 2 à 5 jours, développer la pratique du fat bike en hiver et développer un fonds vélo pour soutenir les acteurs privés. L'ambition, bien sûr, portée par le département, donc c'est fédérer les 5 EPCI, les 2 syndicats mixtes et les acteurs de la filière, structurer l'offre autour des référentiels officiels FFC, devenir la destination VTT 4 saisons entre Lyon et Genève, créer une identité VTT et promouvoir le territoire, et animer les sites et accueillir les pratiquants. La méthodologie, donc les acteurs avec filière VTT pilotée par Un Tourisme, en lien direct avec le département, les 5 EPCI et les 2 syndicats mixtes, un audit accompagnement et suivi qualité par la FFC, et puis le club support forestière, bien sûr, et avec les acteurs de la filière. Le cahier des charges, donc 8 critères pour intégrer le domaine VTT unique, donc inscription des parcours PDI-PR, plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, éligibilité au référentiel officiel avec la FFC, une offre d'équipements et de services complémentaires, des points d'intérêt touristique et une accessibilité aux pratiques handisport. Donc le phasage du projet, donc en 2023, donc l'audit des parcours. Le 17 septembre 2023, signature de la convention à Arban lors de l'événement forestière VTT. Et en 2024, le label VTT et Gravel avec la FFC. Prochaine étape, donc marketing dans une logique de territoire adaptée aux pratiques VTT, promotion du domaine auprès des pratiquants et animation des sites et de la filière. Donc, vous voyez le phasage, donc l'état des lieux en 2023, donc 37 parcours sur 500 km, donc avec une offre diffuse et éloignée aux attentes clients, secteur non couvert et territoire non relié, pas d'identité unique auprès des cibles, et pour le projet 2024-2026, donc 70 parcours sur 1000 km, 25 portes d'entrée, avec une diversification de l'offre VTT, 50 boucles locales, plusieurs tours de pays, 10 parcours enduro et 10 parcours VTT-AE, parcours gravel, 100% des territoires couverts reliés et avec principaux PO, enfin points d'intérêt reliés pour attirer les cibles familles et touristes. Et donc le phasage du projet, donc comme vous pouvez le voir, parcours labellisé en 23 et ce qui va être labellisé en 24 avec les territoires. Voilà. Très bien. Merci, Madame la Vice-Présidente. C'est un moment important. Je rappelle que ça a été aussi une priorité de mandat. Nous avons voulu mettre cela en place. On fait beaucoup pour le vélo dans le département de l'Ain. On faisait beaucoup pour le vélo de route. Cette fois-ci, c'est pour le VTT, avec le support de la Forestière qui n'est plus à présenter, parce que Forestière est une belle organisation, une belle association qui fait une course internationalement connue. Je rappelle également que nous travaillons toujours sur le plan mobilité, qu'il y aura une rencontre avec les EPCI pour leur faire part de nos travaux cet automne, avant un vote à la session de décembre prochain. Donc, sur ce schéma-là, sur la place du vélo dans l'Ain, eh bien, je pense que là-dessus, on montre l'exemple et surtout, on est concret dans nos actions. Est-ce qu'il y a des observations? Je n'en vois pas. J'ouvre donc le vote.
bien adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci Marie-Christine. Je vais appeler Hélène Cédillo pour les ressources humaines. Et nous allons présenter le rapport 37 qui concerne des modalités de participation du département à la protection sociale complémentaire santé des agents, dont je vous avais parlé hier dans mon discours de session. Madame la vice-présidente, c'est à vous. Monsieur le Président, mes chers collègues, et comme l'a indiqué le Président, il s'agit de mettre en place la protection sociale complémentaire volet santé pour les agents du département. Donc, vous dire déjà que c'est une aide qui est facultative, mais aussi facultative quant à l'adhésion des agents sur cette prescription. Donc, on n'apporte pas la couverture sociale aux agents. Bien sûr, on apporte une aide financière à destination des agents qui veulent bien souscrire un contrat. Donc, il y a un PowerPoint qui est tout à fait très synthétique, mais en même temps très exhaustif, qui va vous expliquer ce que c'est que la PSC. Donc vous voyez que elle est apportée aux agents en complément de celle qui est prévue par le statut de la fonction publique, puisque la fonction publique apporte déjà certaines garanties, et celle de la sécurité sociale, puisque nous avons tous droit à un pourcentage de remboursement dans le cadre de la sécurité sociale. Donc ce dispositif de prévention est là pour améliorer la qualité de vie au travail, pour diminuer l'absentéisme, avoir une meilleure réalisation des missions de service public, mais aussi d'être quelque part solidaire vis-à-vis des agents qui sont peut-être éloignés des soins et qui, par cette aide, pourraient donc être en tout cas mieux assurés et plus près des soins, que ce soit les soins dentaires, les soins d'optique, etc. Donc c'est un outil aussi de politique de ressources humaines. On est donc à chaque fois qu'on a des réunions avec les organisations syndicales, ils nous demandent comment accompagner les agents et notamment aussi les agents les plus précaires. Donc c'est une des réponses que nous pouvons leur apporter. Donc c'est un accompagnement social et puis bien sûr une mesure de préventif comme je vous l'ai dit. Cette protection sociale complémentaire, elle a deux volets, donc un volet prévoyance et un volet santé. Le volet santé, c'est lequel? Donc c'est celui qui recourt aux frais médicaux. C'est celui qui vient compléter la prise en charge par la sécurité sociale. Et vous avez un exemple. Si vous n'avez que la sécurité sociale, notamment pour les soins de santé, le reste à charge des agents est à peu près de 40%. Et pour les médicaments, le reste à charge est à peu près de 27%. Donc ça, on est sur le volet santé. Qu'est-ce que le volet prévoyance? Le volet prévoyance, c'est la garantie maintien de salaire, comme il voulait indiquer, et compenser la perte de rémunération en cas d'arrêt de travail. Au-delà de 3 mois, pour un agent qui est titulaire, au-delà de 3 mois d'arrêt de travail, son traitement passe à demi-traitement. Et pour un agent non titulaire, au bout du premier jour d'arrêt, il n'a plus du tout de traitement. Donc nous sommes un petit peu rattrapés par la loi, même si le département a choisi dès 2021 donc, d'accompagner les agents, mais il y a déjà depuis 2007, les collectivités avaient la possibilité de participer financièrement aux contrats souscrits par les agents, donc possibilité de 2 contrats, je vous expliquerai après, en matière de santé et ou prévoyance. Et une ordonnance de 21 va rendre obligatoire la participation des collectivités à la prévoyance maintien de salaire à partir du 1er janvier 2026 et à la prévoyance santé à partir du 1er janvier 2025. Non, 26 pour la santé et 25 pour la prévoyance. C'est ce qui est écrit. Il faut savoir que depuis décembre 2014, le département contribue déjà à la prise en charge des dépenses de prévoyance à hauteur de 12 € par mois et par agent qui volontaire, bien évidemment, alors que nous n'en avions pas l'obligation. Et puis, nous ne participions pas à la participation employeur pour la santé. Donc, dans le cadre d'un dialogue social, nous avons prévu d'anticiper cette échéance pour la santé pour participer à compter du 1er septembre 2023.
Donc il y a deux possibilités de participation, parce qu'il y a deux possibilités de contrat. Soit la collectivité contractualise avec un assureur sur un contrat global. Et à ce moment-là, les agents, s'ils veulent avoir cette aide du département, doivent souscrire à ce contrat, son contrat groupe de la collectivité. Soit chaque agent peut venir avec un contrat qu'il a souscrit lui-même auprès d'un assureur, un contrat labellisé. Le choix du département pour aller plus vite et pour simplifier en tout cas les démarches, si on veut démarrer au 1er septembre 2023, c'est de proposer aux agents la labellisation, c'est-à-dire qu'ils viennent avec leur contrat labellisé, qu'ils nous prouvent qu'ils ont bien un contrat labellisé. Et à ce moment-là, le département pourrait les accompagner. Si on envisage donc cet accompagnement à hauteur de 15 € par mois, donc vous avez vu que c'était le minimum qui nous sera imposé, mais à partir du 1er janvier 2025, c'est ce que nous avons proposé en CST. Le coût prévisionnel pour l'année 2023, donc de septembre à décembre, serait d'environ 90 000 €. Il serait en année pleine, si on compte 1500 agents, de 270 000 € et si on compte 2000 agents, de 360 000 €. On ne peut pas savoir aujourd'hui combien d'agents souhaiteraient contracter cette aide sur la protection sociale complémentaire. Nous pensons qu'il y en aura plus que ceux qui ont contracté pour le maintien de salaire. Donc les avantages de la labellisation par rapport au contrat groupe, donc les agents sont libres de choisir leur assureur, leur organisme de santé. Pour ceux qui en ont déjà, ils n'ont pas besoin de changer dans la mesure où il est labellisé. Et puis en cas de mutation, ils peuvent plus facilement avoir une portabilité de couverture. On peut mettre plus rapidement cette mesure en place, donc on vous le propose de le mettre dès le 1er septembre 2023. Et les cotisations sont moindres pour la collectivité. Parallèlement à cette mise en place qu'on pourrait, donc si vous en êtes d'accord, démarrer au 1er septembre 2023, nous sommes associés au centre de gestion qui a lancé une consultation pour un contrat groupe à destination des collectivités affiliées au centre de gestion. Plus on est nombreux, normalement, plus on devrait avoir des prix avantageux. La consultation est lancée, les appels d'offres ont été lancés, ils ont eu une dizaine de retours. On est en cours d'analyse et bien sûr, on donnera au département, le centre de gestion fournira au département les résultats de cette analyse et puis on verra après si c'est plus intéressant pour les agents que le département s'associe à ce contrat groupe ou pas. Le calendrier, donc nous avons présenté aux organisations syndicales cette possibilité. Alors, bien vous dire que ce n'est pas l'initiative des syndicats. Ce qu'on a pu, en tout cas, voir écrit et ce qui a été envoyé à l'ensemble des agents, c'était grâce à un syndicat qu'on met cette PSC, cette protection sociale complémentaire, en œuvre. C'est bien à la demande du président et des élus, mais aussi de la direction générale. Ce projet a été validé en CST le 7 juin 2023. Nous vous le proposons aujourd'hui en session pour communiquer auprès des agents durant tout l'été, leur expliquer un petit peu les démarches qu'ils auront à entreprendre, pour leur permettre aussi à ceux qui n'ont pas de contrat de pouvoir le faire dans ce laps de temps, avec une mise en œuvre au 1er septembre 2023. Et nous ferons une première évaluation dès le mois de juin, avec une enquête de satisfaction, et puis bien évidemment voir par rapport au marché du centre de gestion s'il y a... ce serait plus intéressant pour les agents que l'on adhère au contrat groupe. Voilà ce que je peux vous dire sur cette mise en œuvre. Merci, Madame la Vice-Présidente. C'est véritablement un plus pour nos agents, notamment les plus précaires, vous l'avez bien compris. Je rappelle que ce n'est pas une obligation de la part des agents de prendre une mutuelle. Ils sont libres de choisir celle qu'ils voudraient. Mais encore une fois, c'est un plus de 180 € par an. 15 € par mois, c'est quand même pas neutre. Notamment pour les agents, je vous dis, les moins rémunérés. Et puis c'est aussi un plus en termes d'attractivité pour embaucher. Il ne faut pas se le cacher non plus, donc c'est important. Et la loi, comme Hélène Célio nous l'a dit, l'imposera aux collectivités qu'à partir de 2026. Mais nous avons fait le choix de le proposer dès la rentrée 2023, parce qu'il nous semblait important et intéressant de le faire. Et puis je salue aussi, c'est bien une demande, non pas des syndicats, mais une proposition
de notre direction et de nos élus qui a été faite à l'ensemble des OS, qui, bien sûr, ont apprécié et accepté le geste. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est un plus, et notamment vers les plus précaires, et aussi en termes d'attractivité. Est-ce qu'il y a des observations? Non? Eh bien, j'ouvre le vote. Bien, rapport adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au rapport suivant qui concerne une proposition de transformation d'une suppression de poste dans les services du département, présentée par Pierre-Marie Philips. Monsieur le Président, chers collègues, bonjour à tous. Au titre des évolutions de carrière des agents et ou organisationnels de la collectivité, il est nécessaire de procéder aux transformations de 24 postes qui se caractérisent par la mise en adéquation des grades détenus par les agents, des fonctions exercées, de l'affectation et ou du temps de travail afférent à ces postes. Ces transformations sont proposées par la suppression du poste initial et par la création du poste correspondant aux besoins. L'incidence financière de ces transformations est positive et nous coûte 86 244 €. Il convient également de supprimer un poste afin de répondre à des évolutions d'organisation au niveau des collèges. Cette incidence financière est négative et nous faisons une économie de 36 900 €. Ces transformations et cette suppression de postes ont été soumises évidemment pour avis au comité social territorial du 7 juin dernier. Elles constituent une modification du tableau des emplois du département. Vous avez en annexe la liste des postes concernés et je vous invite donc, chers collègues, à bien vouloir délibérer sur les propositions de transformation et une suppression de postes telles que décrites dans le tableau. Merci, Monsieur Philips. Est-ce qu'il y a des observations? Non, tout est clair. Eh bien, j'ouvre le vote. Voilà, rapport adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci, Madame la Vice-présidente. Nous allons passer aux questions transfrontalières également et économiques. Je vais appeler Gérard Paoli pour venir nous rejoindre, qui va nous présenter le rapport 39 qui concerne les subventions relatives à l'attractivité du territoire. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous avons aujourd'hui à voir la proposition de transformation et subvention relative à l'attractivité du territoire. Il est rappelé dans ce dossier que par délégation de compétences, 14 EPCI de l'Ain le département les soutient et soutient le développement des entreprises appartenant aux filières d'excellence départementales ou à travers de l'aide à l'immobilier d'entreprise, en y consacrant une enveloppe d'engagement annuelle de 2 000 €. Cette enveloppe avait été augmentée au moment du Covid pour passer à 2,2 millions €. Ce dispositif a connu un énorme succès et c'est vrai que nous recevons une quantité de dossiers importante. Par contre, une démarche de révision des délégations de compétences a été initiée depuis l'année dernière avec les EPCI avec lesquels nous avons conventionné. Pour la plupart, ont été conventionnés avec le département ou sont en train de le faire. Ça se concrétisera par la proposition de nouvelles conventions donc, et à la session d'octobre. Avant d'entrer dans le champ d'application de ces nouvelles délégations qui seront progressivement mises en place, le département a accepté d'accompagner encore 15 projets éligibles au titre des conventions actuelles en vigueur et reçues en 2022. Ces entreprises concernent, je ne vous dis pas la liste, concernent les territoires de différentes agglomérations et communautés. Mais reste toujours
représentant dans plusieurs filières d'excellence départementales retenues, la plasturgie, l'équipement électrique, le bois, la métallurgie, le paramédical et les industries agroalimentaires. Un dossier concerne, quant à lui, la filière locale textile, puis celui-ci a été choisi par la communauté de communes Dombes-Saône-Vallée. Ce soutien à l'immobilier d'entreprise se traduit par une incidence financière de 1 036 578 €. Ces crédits sont prévus au budget 2023 au titre des aides à l'immobilier, portant le montant de l'engagement global du département à 2 627 937 € pour les dossiers déposés en 2022 et générant, bien évidemment, on se plaît de le rappeler, un montant global de travaux qui est évalué à 47,6 millions d'euros. Donc nous vous demandons aujourd'hui de vous prononcer sur ce montant de subvention pour 1 036 578 € en faveur des entreprises. Merci, Monsieur le Vice-président. Oui, donc en effet, vous le savez, depuis sa création, je rappelle que nous l'avions mise en place en 2016, nous avons aidé, me semble-t-il, 161 projets pour une valeur environ de 11 millions d'euros. Donc c'est très important. C'est un dispositif, comme l'a rappelé Gérard Paoli, qui fonctionne plutôt très bien. Et on était même un peu victime de notre succès. C'est la raison pour laquelle j'avais dit à l'automne dernier aux différents présidents de PCI qu'on reverrait un petit peu les choses et qu'on travaillerait ensemble, 1 euro pour 1 euro, avec bien sûr le choix également partagé de suivre ou pas un dossier, d'accompagner ou pas un dossier avec les présidents de PCI, bien évidemment. Du moment où ils payent, c'est normal qu'ils donnent leur avis. Plusieurs choses nous ont poussé à cela. La première, c'est parce que financièrement, ça commence à faire du bruit au seul département. Deuxièmement, nous n'avons plus la compétence économique depuis belle lurette, depuis 2015, mais nous avions, par dérogation avec la région et les EPCI, pu accompagner ces 161 projets, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, c'est important aussi pour qu'il y ait une visibilité des EPCI. Je rappelle que c'est elles qui ont l'aménagement des zones artisanales ou industrielles. Donc, c'est bien également qu'elles puissent accompagner l'aide à l'immobilier d'entreprise et qu'elles puissent trancher ou donner leur filière d'excellence pour qu'on puisse suivre ou pas ces différents dossiers. Donc aujourd'hui, on va travailler à deux, main dans la main avec les EPCI qui concourent avec nous. Il y en a 10 sur 14. Et bien évidemment, nous accompagnerons les dossiers où aussi bien l'EPCI que le département sont d'accord ensemble d'accompagner. Donc c'est très bien, et derrière il y aura à la fois une visite d'entreprise avec le président du PCI et les conseillers départementaux désignés, et une restitution également. Enfin bref, on va travailler ensemble comme ça. Donc c'est une très bonne chose. Je rappelle, Gérard Paoli l'a dit tout à l'heure, que pour les dossiers 2022, nous les avons soldés seuls au département, tous, sans exception, et que cela prend forme uniquement à partir des dossiers du 1er janvier 2023. Donc voilà, on a eu le temps de se préparer, de travailler avec les EPCI qui le souhaitaient, et ce système est aujourd'hui sera mis en place très rapidement. Voilà en tout cas. Oui. Simplement rappeler, mais nous le verrons au mois d'octobre, bien que selon les discussions qui auront lieu avec les EPCI, le département ne retiendra que les dossiers qui seront soutenus par les EPCI. Bien sûr. Bien sûr. Donc c'est du gagnant-gagnant, je pense, et ça permet aux deux d'exister économiquement auprès de l'aide à l'immobilier d'entreprise. Est-ce qu'il y a des observations? Oui, Monsieur Péchou. Juste, Monsieur le Président, mes chers collègues, moi je voulais me réjouir de ce vote, puisque le département ait accepté de solder tout seul les dossiers 2022, parce que c'est quelque chose qui était en discussion il y a quelques mois. Donc merci d'avoir été à l'écoute des présidents de PCI. Puis je ne suis pas porte-parole des présidents du PCI, mais je pense que sur ce sujet-là, ils seront tous d'accord avec moi. Et puis se féliciter aussi du nouveau dispositif qui, au lieu que le PCI soit qu'un guichet qui transmettait les dossiers, va avoir son mot à dire, mais également à financer. Mais je pense que c'est le corollaire de vouloir décider. Et voilà, je pense que ce dispositif est gagnant-gagnant. Donc merci au département. Merci, Monsieur Péchou. Pas d'autres observations? Il va sans dire que les EPCI qui ne souhaitent pas entrer dans le dispositif, les entreprises ne seront pas accompagnées par le département. On est bien d'accord, c'est normal. Hein, c'est un deal, ça serait trop facile autrement. Voilà. Bien, eh bien, puisqu'il n'y a pas d'autres observations, j'ouvre le vote.
Rapport adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci, monsieur le vice-président. Nous allons passer au volet aménagement agriculture, pardon. Je vais appeler Jean-Yves Flochon à venir me rejoindre pour commencer par le rapport 7 qui concerne l'accompagnement du CEREMA dans le cadre du chantier de la transition écologique pour le département de l'Ain, rapport qui va nous être présenté par Walter Martin. Juste avant de laisser la parole à Walter Martin, je signale que cet accompagnement, nous allons avoir un financement de 80% du fonds vert, dont la préfète parlait hier, et 20% par le CEREMA. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant pour nous. Monsieur Martin, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, dans le cadre de son projet d'administration 2022-2028, le département a souhaité engager un chantier structurant de construction d'une stratégie départementale globale et transversale de transition énergétique. L'objectif pour le département est de mettre en adéquation l'ensemble de ses champs d'intervention et de ses compétences avec l'enjeu de la transition écologique. De longue date, le département est engagé dans la prise en compte de ces enjeux, mais il convient désormais de donner un cadre global et cohérent pour synthétiser et amplifier toutes les actions menées au service d'une trajectoire dûment identifiée qui comprendrait les dimensions suivantes. Les actions de transition énergétique, les actions de préservation des ressources naturelles, les actions d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, et qui se déclineraient en 2 temps. En interne, d'abord, dans les investissements et le fonctionnement de la collectivité. En externe, dans un 2e temps, dans l'accompagnement du bloc communal, des partenaires et des territoires de l'Ain. L'élaboration de cette stratégie devra également répondre à un enjeu managérial de décloisonnement des services et de participation des cadres avec appropriation et montée en compétences. Pour ce faire, comme l'a indiqué le Président, le département a souhaité faire appel au CEREMA, Centre de ressources techniques et scientifiques au service de l'État et des collectivités. Le CEREMA, donc, dans le cadre d'un accompagnement sur 15 mois qui permettra de définir une stratégie chapeau prenant en compte les politiques sectorielles en 3 phases. La phase 1, l'élaboration d'un état des lieux du fonctionnement, de l'investissement et des politiques départementales au regard des enjeux de transition écologique. Phase 2, élaboration de propositions d'orientation stratégique. L'enjeu sera alors de définir comment le département se situe par rapport aux objectifs réglementaires. Et la phase 3, construction d'un plan opérationnel impliquant les cadres et les agents du département par la mise en place de comités de référents, d'enquête, d'entretien et de sensibilisation constante. Cette mission d'accompagnement du CEREMA répondra aux objectifs suivants. Expliciter la stratégie de transition écologique aujourd'hui menée par le département, favoriser l'appropriation des connaissances scientifiques et des enjeux globaux et territoriaux de la transition écologique par l'ensemble des cadres du département, favoriser le changement de culture des services du département en permettant aux cadres d'être acteurs de l'élaboration de la stratégie de transition lors d'ateliers d'intelligence collective. Enfin, favoriser la prise en compte des enjeux de la transition écologique dans les activités des agents. La mission confiée au CEREMA dans le cadre d'un marché de quasi-régie débute dès juillet 2023 jusqu'en septembre 2024. Le montant de la production est fixé à 100 000 €, financé comme l'a indiqué le Président. Et donc, en conclusion, je vous invite, mes chers collègues, à bien vouloir approuver la proposition technique et financière du CEREMA pour un accompagnement du département dans l'élaboration de sa stratégie de transition écologique et à signer le marché en quasi-régie avec le CEREMA pour un montant de 100 000 €. Je vous remercie. Merci, monsieur Martin. Monsieur Flochon, vous voulez ajouter quelque chose? Non. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Larmangeat. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Il y a 3 ans et demi, aux prémices de la crise du Covid, nous demandions un changement en profondeur de l'action départementale en faveur de la transition écologique. Notre intervention faisait déjà écho à des interrogations plus anciennes encore qui s'appuyaient sur le rapport sur le développement durable de décembre 2018. Aujourd'hui, le département met en place une démarche d'accompagnement par le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement,
le CEREMA. Ainsi, pendant une période de 15 mois, il proposera de redéfinir de fond en comble l'orientation et la construction des politiques publiques du Conseil départemental afin de mettre en œuvre notre transition écologique d'ici à 2028. Nous espérons que cet accompagnement ne prendra pas de retard et sera suivi d'effets. La transition écologique, principal défi, disait hier Madame la Préfète. Cet été s'annonce encore plus chaud que celui de l'an dernier et il sera bientôt trop tard pour agir. Merci. Bien, je rappelle, Fauchon va vous répondre, mais que cette action avec le CEREMA a commencé dès ce mois de juillet. Hein, donc on ne prend pas de retard. Monsieur Fauchon, si vous voulez compléter. Oui, M. Larmancha, chers collègues, effectivement, donc on a décidé à la fois de prendre un petit peu de temps, on l'avait fait, pour définir un mode opérationnel, pour retravailler en profondeur sur ces questions. Aujourd'hui, donc, nous avons l'opportunité à la fois d'avoir les services du CEREMA, dont on connaît tous les compétences, et puis d'avoir effectivement des financements complémentaires pour cet accompagnement. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'on ait bien pris la mesure des enjeux et que l'on ait pu définir effectivement une stratégie pour arriver à définir notre stratégie. Parce qu'effectivement, donc, on se rend compte qu'en interne, la charge des services est très importante. Et si nous n'avons pas le concours d'un cabinet extérieur pour nous accompagner, donc on aurait pris trop de temps. C'est bien cette volonté, effectivement, d'avoir des réponses en temps et en heure. Une année de travail, c'est à la fois peu, c'est à la fois beaucoup, compte tenu, effectivement, de l'urgence climatique. Donc, effectivement, donc cela devrait nous permettre, effectivement, d'avoir des réponses, on le souhaite, adaptées pour remodeler nos actions et nos modes opératoires à l'échelle de notre collectivité. Merci, Monsieur le Président. J'ajoute que, oui, Madame Baud, je vous laisserai la parole, qu'il y a très peu de départements qui sont engagés d'une façon aussi ambitieuse que nous. Donc c'est une satisfaction et moi je remercie toutes celles et ceux qui ont travaillé dessus, un vice-président et nos services, parce que c'est quand même un plus, un bien pour tout ce que vous avez dit tout à l'heure. Madame Baud, pardon. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais juste compléter en fait cette intervention en disant que depuis maintenant 2 ans, nous avons 8 collèges qui sont impliqués avec le CEREMA dans le cadre du challenge CUBES, donc qui sensibilisent et surtout qui permettent aux élèves d'adopter des nouvelles pratiques dans les collèges autour de la préservation de l'environnement et tout ce qui concerne effectivement la réduction d'énergie. Et que cette année, donc, c'est le collège Chartreuse de Porte de Briord donc, qui a eu le 2e prix. Donc, je tenais à le signaler. Merci, Madame la Vice-Présidente. C'est important de le signaler. Vous avez raison, ça m'avait échappé. Bien, est-ce qu'il y a d'autres observations? Non. Eh bien, le vote est ouvert. Rapport adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Autre rapport qui est également une priorité de mandat, c'est celui de la ressource en eau, avec le contrat sur le bassin versant de la Seille entre l'Agence de l'eau, le groupe EPAGE et le département pour la période 2023-2024, rapport qui nous est présenté par Nathalie Bard. Monsieur le Président, mes chers collègues, effectivement, vous l'avez dit, nous avons fait de l'eau une de nos 6 priorités de mandat. Le 11e programme d'intervention financière de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse arrivera à échéance le 31 décembre 2024, avec pour conséquence l'impossibilité d'engager les financements de l'agence au-delà. Ce programme a favorisé la mise en place de contrats triennaux avec les porteurs de projets dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement et des milieux aquatiques. Dans le département de l'Ain, la plupart de ces contrats ont été renouvelés pour la période 2022-2024. Après ceux du Val-de-Saône, de Dombes-Saône-Vallée, de la rivière sauvage Valserine, du pays de Gex approuvé en session de septembre 2022, celui de la rivière d'Ain en session de novembre dernier et celui de la Ressouze en décembre, il s'agit d'approuver le 7e et dernier contrat, celui de l'épage de la Seille, bassin versant localisé dans l'Ain, Haute-Bresse, pour un tiers de son territoire.
le Jura et la Saône-et-Loire pour l'essentiel. Ce contrat recouvre 25 actions pour un montant total de 2 36 800 € de travaux, dont 4 actions pour un montant TTC de 190 000 € sont prévues dans l'Ain avec un financement départemental à hauteur de 19 000 €. À titre indicatif, le tableau qui est porté à votre connaissance dans ce rapport récapitule et estime les aides financières du département de l'Ain au sein de ce contrat. Il ne présente que les actions qui auront lieu, bien sûr, dans le département de l'Ain. Toutefois, afin de définir au plus juste surtout, l'engagement du département, chaque projet fera l'objet d'une demande de subvention qui sera instruite sur la base d'un avant-projet et ensuite présentée au vote de l'Assemblée départementale lors de futures commissions permanentes. Ce rapport vise donc à approuver les termes de ce contrat et à autoriser le président à le signer afin d'enclencher les mécanismes de demande de subvention qui seront examinés en commission permanente dans un second temps. Est-ce qu'il y a des observations sur ces grands chantiers qui vont avoir lieu? Non? Tout est clair? Parfait, j'ouvre le vote. Très bien, vote adopté à l'unanimité, merci. Merci, monsieur le vice-président. Je vais appeler Charles de la Verpillière à venir me rejoindre. Nous allons parler, bien sûr, de la contractualisation avec, tout d'abord, le contrat de plan interrégional État, les régions massives du Jura 2021-2027 et l'approbation de la convention qui est élargie au département. Un rapport qui va nous être présenté par Aurélie Borel. Monsieur le Président, mes chers collègues, ce présent rapport concerne le CPIER, le contrat plan interrégional État-région du massif du Jura pour la période 2021-2027. C'est un document contractuel et pluriannuel négocié à l'échelle du massif du Jura entre l'État et les deux régions, la région d'Auvergne-Rhône-Alpes et la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce contrat s'inscrit dans la continuité de celui de 2015-2020. Il vise à consolider les atouts du massif du Jura et à répondre aux grands enjeux de développement économique de ce territoire. Pour ce faire, il est organisé autour de 4 défis déclinés en 13 axes d'intervention. Je vous cite les 4 grands défis. Donc, préserver et valoriser l'environnement, la biodiversité et les paysages du massif du Jura, renforcer l'économie du massif avec et pour ses habitants, favoriser l'attractivité et la qualité de vie, et enfin inscrire le territoire dans des dynamiques d'échange et de partenariat. Il est proposé aux 4 départements concernés territorialement par ce massif, l'Ain, Doubs, le Jura et le territoire de Belfort, de partager les objectifs de ce CPIER en s'associant à l'État et aux 2 régions pour soutenir et accompagner les projets entrant dans le champ de ce contrat interrégional. Une convention spécifique, jointe en annexe, formaliserait cet engagement. Le département valoriserait des cofinancements prévisionnels estimés sur cette période à 7 millions d'euros, s'inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques de droit commun, comme par exemple la politique de la stratégie montagne de l'Ain, le plan nature, la filière bois, mais aussi la politique agricole. Compte tenu des enjeux que représente pour le département de l'Ain le territoire du massif du Jura, je vous invite, mes chers collègues, à bien vouloir approuver le principe de partager les objectifs du CPIER au travers d'une convention spécifique, de formaliser cet engagement en estimant à 7 millions d'euros les cofinancements prévisionnels que le département pourrait valoriser sur la période 2021-2027, d'approuver la convention élargie au département telle que proposée en annexe et d'autoriser le président ou son représentant à signer cette convention ou tout autre document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. Merci. Si, Madame Borel. Est-ce qu'il y a des observations ou des questions? Non? Eh bien, le vote est ouvert. Parfait.
Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au dernier sujet de l'ordre du jour de la session, qui concerne le CPER, cette fois-ci pour la période 2021-2027, et l'attribution d'une subvention dans le cadre de la convention départementale pour l'Ain, présentée par Charles de la Verpillière. Oui, merci Monsieur le Président. Le contrat de plan État-région 2021-2027, qui a été signé en mars 2023, prévoit l'attribution d'une subvention départementale de 500 000 € à l'agglomération du Pays de Gex pour la construction, pour la réalisation d'un pôle de l'entrepreneuriat dont le coût, au moment où vous avez signé la convention, Monsieur le Président, était estimé à 10 270 000 € hors taxes. Aujourd'hui, il s'agit de prendre la délibération qui correspond. Elle prévoit donc l'attribution d'une subvention de 500 000 €. Vous noterez que depuis la négociation du contrat de plan État-région, le coût de ce pôle de l'entrepreneuriat du Pays de Gex est maintenant estimé à 10 692 000 €. Donc il a un petit peu augmenté, mais ça ne change rien au montant de la subvention qui est plafonné à 500 000 € comme indiqué dans le contrat de plan État-région. Vous noterez qu'en plus de cette subvention départementale, dans le cadre de la contractualisation de 500 000 € qu'il vous est proposé de voter aujourd'hui, notre collectivité a attribué pour le même projet, dans le cadre de la contractualisation 2022, c'était en 2022, oui, une subvention de 250 000 €. Donc, ça porterait la contribution du département à 750 000 € pour ce beau projet du Pays de Gex. Ceci nous amène aux conclusions du rapport. Il vous est demandé d'approuver l'attribution d'une subvention d'un montant de 500 000 € à la communauté d'agglo du Pays de Gex. La délibération précise que le montant de cette aide est établi pour une dépense subventionnable plafond de 10 270 000 € hors taxe, qui n'est pas réévaluable. Et il est précisé que la subvention sera versée par le département de l'Ain à la communauté d'agglo du Pays de Gex selon les modalités suivantes: 40% du montant au démarrage des travaux. La subvention pourra faire l'objet de versements intermédiaires dès que l'avancement des travaux représentera un montant supérieur à 40% de la dépense subventionnable. Le solde sera versé dès lors que le montant de la dépense subventionnable aura été atteint, soit 10 270 000 €. Et enfin, il vous est demandé d'autoriser le président à signer tout document qui serait nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. Merci, Monsieur le Vice-président. Je rappelle quand même que ce n'était pas une obligation de la part du département, c'est un accompagnement volontaire de notre part dans ce volet CPER. Je rappelle que nous avions pris la décision d'aider 5 EPCI et les 3 plus grosses communes du département de l'Ain, donc avec un même montant de 500 000 € chacune. C'était des projets qui avaient été retenus par le CPER, auxquels le département voulait accompagner. Donc 5 EPCI, 3 communes, les 3 plus grosses communes. Et je rappelle également que nous avons aussi provisionné pour la Maison du Petit Prince. Donc en tout, c'est un volant de 6 millions d'euros qui a été adopté. Est-ce qu'il y a des observations? Monsieur Greffet. Oui, Monsieur le Président et chers collègues, un contrat de plan État-région qui devrait, on le sait, s'appeler un contrat de plan État-département-région. Je le dis parce que j'ai, comme bon nombre d'entre vous, reçu une communication très récente du Conseil régional qui évoque un certain nombre de projets de ce contrat de plan sur lequel la région ne met pas 1 €. Je trouvais que c'était une communication à bon compte, tout de même. Et j'en veux pour preuve des dossiers qui concernent mon territoire, qui ont d'ailleurs été localisés en Berrieux, je crois. Alors, c'est dire si, vu de Lyon, parfois, on a du mal à localiser les projets et les territoires. Je ferme la parenthèse. Je reviens à la notion de contractualisation.
puisque l'an dernier, vous nous aviez demandé de, on va dire, de raboter en quelque sorte quelques dossiers pour que nous tenions l'enveloppe de la contractualisation, ce que nous avions fait bien volontiers. Il y avait d'une part un effort à l'endroit de quelques collectivités qui avaient déjà dans notre territoire bénéficié largement de cette aide. Et puis il y avait aussi cet arbitrage d'un déport léger de quelques crédits de paiement sur l'exercice 2023 ou 24, pardon. Et je le dis parce qu'il semble que les services départementaux n'aient pas forcément eu connaissance de cette décision et donc demandent aux collectivités concernées à nouveau les dossiers dans leur totalité, alors qu'en vérité, il y a une aide qui est fractionnée dans son paiement. Donc je le précise parce que nous pourrions voir quels sont les dossiers concernés. Mais il y a au moins une commune qui m'a indiqué qu'il lui était demandé en fait un dossier dans sa totalité, alors qu'en vérité, il ne s'agit qu'un déport de crédit de paiement. Et j'avais d'ailleurs pris le soin, on avait pris le soin avec ma collègue de vous faire un courrier qui précisait quelles étaient les communes qui étaient concernées. Nous en étions tombés d'accord lors de la réunion de Chevroux, une des réunions de la contractualisation l'année dernière au mois d'octobre. Voilà. Donc je ne sais pas si ça se produit dans d'autres territoires, mais en tout cas nous concernant, il vaudrait mieux que les services ne demandent pas à nouveau la totalité des dossiers de ces équipements qu'on a décidé d'aider au final, même si les crédits de paiement sont déportés d'une année. Oui. Voilà. Je pense que ce sont des cas assez limités. Je comprends ce que vous dites. Bon, le dossier, une fois qu'il est prêt, ils en ont aussi des photocopies. Et par mail, ça peut arriver très vite. Je veux dire, là-dessus, c'est pas dramatique. Voilà, mais j'ai pas connaissance que ça nous soit arrivé souvent. Bon, c'est tombé malheureusement sur des communes de Haute-Canton, mais je pense que cela a été pris en compte et sera régularisé, bien sûr. Voilà. Mais sur la notion du CPERD, c'est souvent que je l'ai dit aussi avec d'autres collègues présidents de département, il faut ne pas oublier d'associer les départements parce que nous sommes partie prenante. La preuve, c'est que là, nous mettons 6 millions d'euros. Donc, c'est quand même assez important. Et c'est nous qui travaillons aussi avec le préfet de région, le président de la région également, sur ces dossiers-là pour les rendre éligibles ou pas. Bien, est-ce qu'il y a d'autres observations? Non. Je soumets donc au vote. Ne prennent pas part au vote Muriel Beignet et Aurélie Charillon, pardon, en tant que vice-présidente de PGA, où la subvention est versée. Oh, pardon. Autant pour moi. J'ai voté trop vite, hein, Jean. Pardon. J'ai déjà voté, en fait. D'accord, bon, on rectifiera. Ouais, mais je n'ai pas été assez rapide, pardon, pour vous le signaler. Mais c'est vrai que vous ne devez pas prendre part au vote en tant que vice-présidente de PGA. Merci, monsieur le vice-président. L'ordre du jour de la session est terminé. Nous allons donc passer à la commission permanente. C'est bien dans les statuts.